Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de MMA Business TV. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler des entrepreneurs. Nous allons nous intéresser à leur vie quotidienne en évoquant leurs contraintes et leurs succès et nous verrons comment ils se protègent des différents aléas qui jalonnent leur business. Il sera également question de digital compte tenu de l'impact du numérique sur leur activité. Et nous parlerons aussi de la forme des dirigeants, car c'est évidemment un élément clé de la bonne santé des PME. Avec à chaque fois des témoignages, des conseils, des bonnes pratiques et des solutions. Et pour savoir ce que pèsent ces PME en France, regardez cette infographie que nous vous avons préparée. En France, on compte plus de 3 millions d'entreprises. Il y a bien évidemment les très grandes, celles dont on parle tout le temps, qui emploient plus de 5000 salariés, mais dont le nombre est inférieur à 250. Il y a ensuite les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui emploient entre 250 à 4999 salariés. On en dénombre environ 5000. Il y a aussi les PME, les petites et moyennes entreprises, qui comptent entre 10 et 249 salariés. Cela représente plus de 150 000 entreprises. Et il y a quelques 3 millions de micro-entreprises employant moins de 10 salariés, soit plus de 98% de l'ensemble des entreprises françaises. Pour s'immerger dans ce monde des PME, j'ai à mes côtés deux personnes qui connaissent très bien ce milieu. Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes une entrepreneuse passionnée, 15 ans à la tête de l'entreprise que vous avez créée, Calidea. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une aficionados du milieu entrepreneurial. Absolument. Merci d'être avec nous et merci pour votre témoignage. Et à vos côtés, j'ai Olivier Provost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et vous avez 20 ans de journalisme économique au compteur. Tout à fait, à la tête de la Tribune, sur BFM, sur Europe 1, bref. Merci de m'accompagner pour présenter cette émission. Et tout de suite, je vous propose de découvrir ce qui nous attend avec le sommaire. MMA Business TV s'intéresse à la vie des entrepreneurs avec Hugues Lebray, un des fondateurs en 2012 du compte Nickel, ou Comment inventer la banque sans banque. Cette initiative a été récompensée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur à travers le Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires 2016. Avec Olivier Torres, auteur du livre La santé du dirigeant, nous verrons que ce sujet est prioritaire pour tout chef d'entreprise. Enfin, pourquoi les PME tardent-elles à agir en matière de cybersécurité? C'est la question que nous poserons à un expert MMA pour voir comment rattraper ce retard. Bonjour Hugues Lebray. Bonjour Roxane. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité fil rouge de cette nouvelle émission MMA Business TV. Merci à vous. Et pour vous découvrir un peu mieux et connaître votre vie quotidienne d'entrepreneur, je vous propose tout de suite ce petit portrait express. La vie d'entrepreneur d'Hugues Lebray démarre en 2011. Cette année-là, il rencontre Riyad Boulanoir, un ingénieur informaticien féru de technologie. Son projet, inventer le compte sans banque en priorité pour les personnes non bancarisées et parfois même interdits bancaires. 3 ans plus tard, ce concept original donne naissance au compte Nickel que les particuliers peuvent ouvrir chez un buraliste en moins de 15 minutes avec une seule restriction, l'impossibilité d'être à découvert. Et ça marche, plus de 400 000 comptes ouverts en 2016, 900 000 de prévus fin 2017 et 1,5 million fin 2018, avec à la clé un chiffre d'affaires de 20 millions cette année et le double l'année prochaine, le seuil de rentabilité devant être atteint d'ici quelques mois. 400 000 comptes ouverts, début octobre 2016. Bravo Hugues Lebray. C'est bravo aux clients et aux équipes. Ouais. C'est 434 000 aujourd'hui. Ah oui, ça grimpe tellement vite qu'on n'est même plus raccord avec nos chiffres. Et bien, très bien, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, on va revenir sur le déclic à l'origine de cette belle success story. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous a dit Riyad Boulanoir pour vous convaincre que cette idée d'un compte sans banque, c'est une très bonne idée. Il m'a dit, je veux monter une banque chez les buralistes, où on accepte tout le monde, y compris les interdits bancaires. Et lui, c'est un ancien interdit bancaire et c'est un homme de technologie qui ne connaissait rien à la banque. Et donc, il avait inventé un système où on scanne une pièce d'identité et on sort un relevé d'identité bancaire sur le terminal de paiement électronique du magasin. Dans la zizanie avec Louis de Funès, on rentre un mouton et on sort un pull. Nous, on rentre une pièce d'identité et on sort un relevé d'identité bancaire. Et donc, il avait la techno pour faire ça. Mais après, il faut monter une banque. Donc il faut monter les infrastructures, il faut monter les partenariats, il faut avoir l'agrément de la Banque de France, qui est très long, qui prend plus d'1 an. Le premier dossier fait 1500 pages, le dernier dossier fait 4800 pages. Donc on décrit tous les processus, toute l'organisation, tous les contrats qu'on a avec tous les partenaires, tous les profils de poste de toutes les équipes que l'on recrute.
et le modèle de l'entreprise, comment on va gagner notre vie, combien ça va coûter, et puis comment on va faire. Et donc ça prend pas mal de temps. Et puis après, voilà, il faut lancer l'activité, trouver la bonne alchimie marketing-distribution, recruter les bonnes équipes, et donc voilà, on avance, la fleur au fusil, puis après on découvre la vraie vie, et la vraie vie, elle est souvent un peu différente, un peu plus fastidieuse, un peu plus longue, un peu plus difficile. Quand on fait des travaux dans une maison, on sait qu'on va prendre plus 3 mois et que c'est plus 30%. Quand on fait une entreprise, ça peut prendre plus 2 ans et x2 en prix, ou ça peut aller plus vite, mais c'est très aléatoire, puisque par construction, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans le futur et de comment vont être reçus les produits et les services. Et donc l'important, il me semble, c'est d'avoir la foi au départ, que ce que l'on fait est juste, que ça correspond à un véritable besoin, et qu'on va trouver le marché. Sachant qu'on ne peut pas mesurer les marchés futurs, parce que les gens n'ont aucune idée, et ils ne peuvent rien penser de ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est très difficile à tester une offre qui n'existe pas. Et a priori, les gens se disaient, un compte ailleurs que dans une banque, chez un buraliste, un compte tout simple, mais où on ne peut pas être en découvert et où on n'a pas de crédit, on n'a pas d'épargne, ça ne marchera pas, parce que ça n'intéresse personne. Olivier, vous qui connaissez bien le milieu de la banque, vous pensez quoi du compte nickel ? On ne peut que être surpris par le succès du compte nickel. Moi, j'ai suivi le secteur bancaire pendant des années à la tribune. Lorsque j'ai vu le lancement de cette initiative, à la fois on se dit bravo, on a envie d'applaudir, c'est une vraie idée d'entrepreneur. Puis d'un autre côté, on connaît les contraintes du monde bancaire, la régulation, etc. On se dit, ils ne vont pas y arriver. En plus, les buralistes, c'est pas forcément une population, c'est une population formidable, mais c'est pas forcément une population qu'on bouge facilement. Alors que c'est la clé du succès. Exactement. C'est des gens, on a bien vu lorsque on leur a proposé de vendre des timbres fiscaux ou des timbres, etc. Ils ont un peu rechigné aussi. Donc, moi, au début, c'est vrai que je me suis dit, c'est une superbe initiative et malheureusement, elle ne va pas marcher. Et en fait, comme d'habitude, à chaque fois qu'on dit, ça ne marchera jamais. Là, ça a marché. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous cherchez à ubériser la banque pour reprendre un terme à la mode ? On ne s'est pas dit, on va ubériser les banques, on s'est dit, on va réparer une injustice. Donc c'était ça le C'est départ. Zorro, votre histoire. Oui, c'est Zorro, mais c'est vraiment... Mais c'est ça qui donne la force et la mobilisation. C'est comme je disais tout à l'heure, on se trompe tout le temps. C'est beaucoup plus dur que ce que l'on pensait. On a des tas d'écueils qu'on prend en marche. En fait, c'est comme une balade en montagne. C'est-à-dire, on part pour 3 heures en se disant, je vais faire un bon pique-nique en haut. Et puis, au bout de 5 heures de marche, on n'a même pas fait le tiers du chemin, quoi. C'est-à-dire que c'est ça l'entrepreneur. Et là, vous avez la vraie qualité de l'entrepreneur, voilà. qui est d'être pugnace, d'aller jusqu'au bout. Et s'adapter en permanence. En permanence. Et c'est difficile. Et c'est des montagnes russes. On dit, c'est un grand succès, voilà. Mais voilà, on a avalé pas mal de couleuvres et on a fait beaucoup de sujets. Pour vous, être entrepreneur, c'est quoi ? Quelles sont les qualités ? Les qualités, c'est d'avoir envie de transformer les choses, de faire avancer les choses. Et je pense qu'on est entrepreneur. J'étais à une conférence avec quelques entrepreneurs il n'y a pas très longtemps. En fait, ils étaient tous partis d'un besoin qu'ils avaient eux. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire tel truc, et puis j'avais pas l'offre, ou ça marchait pas comme je voulais, j'ai eu une idée d'amélioration. Et puis, ils se sont mis... Bancaire, Non, mais rien ne l'était. Et après, c'est des rencontres, parce qu'il faut constituer l'équipe. Et donc, c'est partir, et il y a un véritable besoin. Et après, il faut vraiment avoir envie de transformer, c'est-à-dire de changer le besoin. Et c'est là où il y a une certaine ubérisation. Et l'immense avantage, alors je crois que quand on est entrepreneur, il faut un peu d'expérience. Il y a des entrepreneurs qui font leur junior entreprise quand ils sont étudiants, et c'est bien, il y en a plein qui réussissent. Et puis il y en a qui montent des sociétés à 40 ans avec une vraie courbe d'expérience. Donc il y a vraiment des profils différents, et il faut savoir mixer les profils. Mais on est d'accord que l'idée, c'est bien, mais ouais. c'est 5% de la réussite. 95%, c'est l'exécution. Tout le monde a des idées. 95%, c'est l'exécution. Donc après, il faut y aller. Et donc après, il y a le besoin, il y a la vision que l'on a, et puis il y a la construction de l'équipe, qui est la chose la plus importante. Oui, et on a compris, c'est vrai qu'avec Riyad Boulanoir, il y a une vraie cohésion d'équipe. Avec Pierre de Pertuis, qui a fait toute la plateforme de marque, tout le marketing terrain chez les buralistes, avec Michel Calmeau, qui a fait toutes les opérations, qui était la gestion des projets. Il faut créer un informatique bancaire, donc c'est des véritables sujets. Et on s'est mis tous les 4 dans le même bureau et à fonctionner en cerveau connecté. Et donc ça a été très très vertueux. Et on disait, la persévérance est important, mais quand on est tout seul, c'est dur de persévérer. Voilà, quand on est 4, il y en a toujours un qui a la pêche. Il y a toujours un qui Merci beaucoup Hugues Le Bren, merci beaucoup. On va continuer, on va avancer tout de suite. On retrouve la santé du dirigeant. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Écoutez, nous sommes en direct. L'agent MMA vient de partir. Que s'est-il passé? Une catastrophe? Un accident? Non, il est juste venu estimer les risques. Justement, quels sont les risques? Tout va bien. L'entreprise, son dirigeant et ses salariés sont bien couverts. Bah normal, l'agent MMA connaît bien le monde de l'entreprise. C'est lui-même un entrepreneur d'assurance. Zéro tracas. Zéro blabla, on sait. Envoyez la pub.
Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Nous ouvrons le dossier consacré à la forme du dirigeant en nous focalisant aujourd'hui tout particulièrement sur sa santé. Et pour parler de ce sujet, nous sommes allés interviewer Olivier Torres qui a dirigé justement un livre sur cette question. Et la première chose que nous dit ce professeur à l'Université de Montpellier, c'est qu'avoir une vie d'entrepreneur, c'est une bonne nouvelle car c'est un facteur salutogène. Écoutez. Il y a un sentiment que vivent les dirigeants, c'est un sentiment de fierté. Quand on a créé une entreprise, regardez le mot créateur, c'est un mot religieux à la base. Et on dit le créateur d'entreprise. Il a créé des emplois, il a créé de la richesse. Donc ces hommes et ces femmes sont plutôt fiers du métier qu'ils font. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Il y a ce que j'appelle une salutogénèse entrepreneuriale. Pardonnez-moi pour le terme. Un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Et quand on est un entrepreneur, on a le sentiment de maîtriser son destin. On est un homme ou une femme endurant. On est optimiste parce que être créateur, être investisseur, être formateur, ça crée de manière endogène une posture très positive vis-à-vis de l'avenir. Ceci étant dit, les entrepreneurs globalement ont une meilleure santé que le reste de la population, mais ils ont aussi une santé plus risquée. On voit bien que le management d'une PME, c'est ce que j'appelle un management frontal, où on est dans l'affrontement permanent du meilleur et du pire. Heureusement qu'il y a le meilleur pour pouvoir supporter le pire. Sandra Legrand, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous qui avez été à la tête de votre entreprise pendant 15 ans, Calidea, et que vous venez tout juste de vendre, hein, c'est ça, l'été dernier ? Absolument, cet été, 2016. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous partagez cette opinion avec Olivier Torres ? Être entrepreneuse, eh bien, ça donne une formidable énergie positive. Alors, je suis absolument d'accord. Moi, j'ai un peu un ADN énergique, donc je l'ai encore plus travaillé pendant ces 15 ans, mais je l'avais avant. Et c'est vrai qu'être entrepreneur, en fait, pourquoi c'est joyeux ? D'abord parce qu'on le décide, c'est une vraie volonté. Hugues disait, il faut en avoir très envie, c'est la première qualité. Et puis, on a un luxe quand on est entrepreneur, il n'y a pas beaucoup, on a beaucoup de contraintes, mais le luxe, c'est de pouvoir s'entourer, en fait, des gens qu'on a envie d'avoir autour de nous. Et qui ont la même vision des choses que vous. Même ADN, c'est-à-dire, en fait, si vous avez des valeurs, eh bien, vous choisissez plutôt des gens qui ont des valeurs de loyauté, de travail d'équipe, d'ambition, de positivisme. Il parle beaucoup de positivisme, et c'est vrai, parce que si vous êtes un peu le baromètre en fait de l'entreprise, pendant longtemps d'ailleurs, quand vous créez, mais aussi quand vous développez. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas en forme, vous descendez dans le bureau dire bonjour à tout le monde, vous mettez quand même une mauvaise ambiance. Vous allez voir un banquier, si vous soupirez, il a envie de vous couper vos lignes. Vous allez voir un journaliste, si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas passionné, enthousiasmé par ce que vous avez créé et développé, forcément, il a moins envie d'écrire des choses positives sur vous. Donc, voilà. Bien, pour prolonger ce que vous venez de nous dire, Sandra, je vous propose de découvrir une étude réalisée par MMA avec Opinionway sur la santé des dirigeants d'entreprise. Alors, si les résultats montrent que ces dirigeants d'entreprise se sentent majoritairement en forme et confiants dans leur avenir, le stress devient tout de même une composante de leur quotidien et la santé de leur entreprise influe sur leur propre état. Le détail de cette étude tout de suite avec cette infographie. Les dirigeants se déclarent majoritairement en bonne ou très bonne santé. Est-ce à dire que tout va bien ? Non. 47% des dirigeants interrogés souffrent de troubles du sommeil. 52% se déclarent en état d'anxiété. Plus de 25% ressentent un sentiment d'isolement et de déprime. Enfin, les douleurs physiques, mal de dos et douleurs articulaires en tête concernent une majorité de dirigeants. Au global, un dirigeant sur 5 déclare avoir un problème de santé chronique ou à caractère durable et le stress lié au travail en est la raison principale. Un dirigeant sur 3 a déjà renoncé à un arrêt maladie pour ne pas impacter le fonctionnement de son activité. Enfin, 4 dirigeants sur 10 ont une durée de travail hebdomadaire supérieure à 50 heures, une durée de travail qui apparaît malgré tout supportable pour 84% des dirigeants sondés. Hugues Lebray, on vient de parler de 50 heures de travail par semaine. Vous en êtes à combien ? J'ai aucune idée. Je calcule pas, je compte pas. On est là aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de travailler ou est-ce que je suis en train de passer un moment agréable ? Je suis plutôt en train de passer un moment agréable. Et donc, effectivement, on fait ce qu'il faut quand il faut. Et puis, par contre, c'est vrai que la santé est importante. Et c'est vrai qu'il faut décompresser, qu'il faut se détendre. Et moi, j'ai beaucoup plus besoin de décompresser qu'avant, même si j'avais connu des périodes de Comment vous faites alors pour décompresser ? Et alors, je me suis mis au vélo. Alors, il paraît que c'est le sport des quinquas, mais j'en fais 3 à 6 heures par semaine, le samedi matin et le dimanche matin, avec des amis. Donc, c'est très
convivial. Et puis, on se défoule vraiment sur la longueur sans qu'il y ait trop de choc. Voilà, avant, je courais 1 heure par semaine et c'était pas suffisant. Et là, on se vide vraiment. C'est déjà pas mal quand même, 1 heure de course par semaine. Olivier, vous, votre astuce pour rester en forme? Essayer de combiner du sport tous les jours, un petit peu. Tous les matins, je fais un peu de cardio, d'abdos, de choses comme ça. Ah, tous les matins quand même? Tous les matins. Tous les matins. Le matin, je me réveille, je mets BFM du pour gainage, avoir, etc. Oui, bien sûr, avec du gainage, donc pendant 30 minutes. Et puis, j'essaye de faire un peu de sport dans la semaine, un peu de tennis et un peu de boxe. La boxe, c'est bien parce que ça permet de... Alors, moi, je fais moins de sport. J'en fais maximum 2 heures par semaine. Moi, je me ressource beaucoup avec ma famille, mes enfants. C'est vrai que quand j'ai créé, ils avaient 1 an et 3 ans, 2 garçons, et puis Alexis et Lucas. Maintenant, ils en ont 17 et 19. Donc, j'ai passé, et je me suis fixé comme règle, je crée une société, mais je ne veux pas travailler le week-end. Et ça, je me suis fixé cette règle-là. Et j'y suis arrivée, contre vents et marées, parce que le tout, c'est pas de durer à fond pendant 2 ans, mais c'est d'être dans la durée. Voilà. Et bien entendu. Voilà. Alors pour rester, justement, puisqu'on parle de cet impératif de rester en forme, je vous propose de retrouver Stéphane. C'est le Mister Coaching MMA. Il va nous présenter 2 exercices faciles à faire au travail pour rester en forme. MMA présente Mister Coaching pour des entrepreneurs en forme. Antoine est fleuriste. Tous les jours, il déplace de lourdes compositions pour agencer sa boutique. Salut Antoine, comment ça va? Stéphane, ça va et toi? Super, toujours en train de manipuler un peu tout? Eh oui, il faut. Pas de problématique particulière? Un peu le dos. Un peu le dos? Ah bah alors je vais te donner une petite astuce pour le dos. Sympa. Ok, t'as déjà vu un gorille? Oui. T'as vu la position? Oui. Quand il force, eh ben on prend la même. On fléchit les jambes, Ouais. hop, on garde les bras tendus, le dos bien droit et je lève avec mes jambes. À toi. D'accord. Pense à bien fléchir tes jambes, voilà, garde le dos bien droit. Lorsque vous travaillez dans cette position-là, vous travaillez bien tout l'ensemble de votre dos, surtout les lombaires, vos fessiers et vos cuisses. Il n'y a plus qu'à lever. Pousse. Voilà. Comme Antoine, profitez des gestes de votre quotidien pour vous renforcer. Allez, je compte sur toi. Hein. Merci, salut. Au revoir. Grâce à Mister Coaching, votre environnement devient votre salle de sport. À vous de jouer. À bientôt. Salut. MMA présente Mister Coaching pour des entrepreneurs en forme. Statique toute la journée, Stéphane a pris l'habitude d'une mauvaise position à son bureau. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Alors, on est dans tes bureaux là? Oui. T'es toute la journée assis comme ça? Tout le temps. T'as pas de problème? Un peu au dos. Posture? Ouais. Alors pour la posture, viens avec moi, j'ai un truc pour toi. Voilà. Alors regarde, tu vas agripper juste sous ta rotule avec tes doigts. Oui. Maintenant, tu vas te redresser. Tu vas resserrer tes omoplates, tu baisses un peu les coudes et tu tires vers l'arrière en prenant appui sur le bout de tes genoux. Là, tu vas solliciter tous les muscles profonds qui tiennent ta colonne vertébrale et du coup, tu vas améliorer ta posture. Si vous aussi, vous souhaitez travailler votre posture lorsque vous êtes au bureau, voici un petit exercice simple et efficace que vous pouvez réaliser sur votre chaise. Entre 2 coups de fil, tu me fais un peu cet exercice. Promis. Ok. Merci Stéphane. Je compte sur toi, salut. Salut. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire d'exercice. Votre environnement devient votre salle de sport. À vous de jouer, à bientôt, salut. Et bien voilà qui donne des bonnes idées. J'espère que vous avez pris des notes en plateau. Déjà, on va se tenir droit. C'est vrai, Sandra, vous avez raison, on se tient droit. Allez, je voudrais quand même qu'on redevienne un tout petit peu plus sérieux avec cette question sur la santé du dirigeant, dont Olivier Torres nous dit que c'est un sujet tabou. Tabou pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que le dirigeant lui-même se renferme dans son silence. La santé des dirigeants, c'est un sujet tabou parce qu'en fait, quand on est dirigeant, on est sous l'emprise de l'idéologie du leadership. Et quand on est un leader, un gagnant ou un battant ou un winner, vous emploierez le terme que vous voudrez, il n'y a plus d'espace pour exprimer une faiblesse. Le dirigeant se mure dans ce silence parce qu'il veut montrer une bonne image de lui-même. Pourtant, ils ne sont pas en dehors des lois de la biologie. Mais combien de fois ai-je entendu chez les chefs d'entreprise cette phrase « Je n'ai pas le temps d'être malade ». J'ai même parfois entendu des hommes et des femmes me dire « Je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». J'ai même un jour un artisan qui m'a dit « Moi, du coup, je ne prends plus de vacances ». Ça m'avait marqué parce qu'en fait, il le disait sur un ton mêlé de fierté. Et on voit bien qu'on est dans la posture d'hommes et de femmes qui travaillent beaucoup, qui dorment peu, qui ont moins de temps pour aller voir le médecin, pour même faire du sport. Les spécialistes de la souffrance au travail n'ont jamais travaillé que sur la souffrance des salariés. Et j'irais même jusqu'à dire que les sophrologues, que ce soit Dejoux, que ce soit Yves Clos, que ce soit Irigoyen, ils considèrent que la souffrance, elle résulte d'un effet de domination. Le patron étant le dominant, il ne peut pas souffrir.
Donc les sophrologues sont sourds à la souffrance patronale. Et les patrons eux-mêmes, pour des raisons d'idéologie du leadership, sont muets par rapport à leur propre situation, puisqu'ils ne veulent pas en parler, ils veulent montrer la posture du chef. Et un dialogue entre des sourds et des muets, ça produit quoi? Une zone aveugle. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. C'est incroyable de savoir qu'on a plus d'informations sur les baleines que sur nos entrepreneurs. Hugues Lebray, est-ce que vous faites partie de ces hommes qui disent « je ne suis jamais malade » ? Non, c'est vrai que je ne suis pas très souvent malade. Alors peut-être que si je m'arrête, je vais tomber malade, comme un artisan. Mais je suis comme vous, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas travailler le week-end, sauf quand on a des assemblées générales de buralistes en province qui vient assez souvent. Et puis j'essaye de vraiment décompresser pendant les vacances. Je prends toutes mes vacances, et quand je suis en vacances, c'est plutôt de la marche, c'est plutôt du sport, c'est plutôt de la montagne. Et donc j'ai besoin de périodes de décompression. Sandra, vous, votre regard d'entrepreneuse sur cette question de la santé du dirigeant? Alors, je reviens à mon idée de relation humaine. Il y a une étude d'Harvard qui a duré plus de 75 ans et qui continue, et qui pose la question, qu'est-ce qui rend les gens heureux et en bonne santé? Et en fait, la réponse, c'est pas l'argent, c'est pas le sport, c'est pas bien manger, c'est pas la célébrité, ce sont les bonnes relations humaines. Donc c'est quand même incroyable de voir que cette relation humaine est clé dans le dispositif. Bonne, c'est important, mais aussi qu'on puisse compter les uns sur les autres. Et je pense que dans une entreprise, d'abord quand on est dirigeant, on aime bien pouvoir compter sur ses salariés. La première fierté qu'on a, c'est l'équipe qu'on construit, hein, vous l'avez assez dit. Et puis, c'est vrai qu'on essaie aussi de se ressourcer. Il faut connaître ses pompes à essence. Voilà. Quelles sont les pompes à essence? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le shopping? Est-ce que c'est des massages de temps en temps, prendre soin de soi? Est-ce que c'est sa famille, ses amis, le théâtre, le spectacle, les comédies musicales? Donc une fois qu'on les a identifiés, eh bien, on s'en sert et on essaie de passer régulièrement à la pompe à essence. Olivier, est-ce que vous pensez qu'il y a un déni du patron, du chef d'entreprise sur cette question de la forme et de la santé? Je crois que c'est assez net, oui, il y a une espèce, pas de déni, mais d'autocensure. On le dit pas parce que Olivier Torres l'explique bien dans la vidéo, il y a ce côté leadership, quoi. On se dit, je suis le dernier qui va pouvoir se plaindre. Mais il y a une chose que raconte Olivier Torres, que je connais bien, que j'aime beaucoup aussi, il dit, en fait, ce qui nous sauve, nous, entrepreneurs, en termes de santé, c'est d'avoir l'impression d'avoir la main sur notre destin. C'est-à-dire qu'à un moment, on est quand même à la manœuvre. À un moment, c'est notre projet. Je prends le cas de Hugues, c'est quand même son projet. Sandra, c'était sa boîte. Sandra, elle raconte, quand elle a commencé, ils sont 2, 3, 4 salariés, et à la fin, combien, Sandra? 200. À la fin, 200 salariés. Donc, c'est vos projets, vous les montez. C'est quand même formidable. C'est comme quand on construit, je sais pas, sa maison, etc. Donc le fait d'avoir la main sur son destin, je pense que c'est le meilleur médicament possible. Et puis le sourire, en fait. Moi, quand je descends dans l'ascenseur ou que je monte, je devrais monter à pied, selon Olivier Torres, c'est mon avis. Mais effectivement, j'ai envie de voir les gens avec la banane. J'ai envie de voir les gens souriants. Et quand ils ne le sont pas, je leur pose la question. Et je leur dis, moi, je ne vais pas influer sur tout. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est avec le manager, avec son poste, alors avec la vie privée, c'est plus compliqué, il faut pouvoir en parler. Donc moi, j'engage les gens à discuter. De toutes les façons, il faut discuter avec le manager. Et les choses vont toujours mieux en le disant. C'est un peu simple comme phrase, mais c'est une vraie phrase. Ça permet la décompression et ça évite toutes sortes de soucis, même peut-être psychologiques. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour conclure sur ce thème, je vous propose un dernier extrait de notre interview avec Olivier Torres. Son troisième message fort, c'est l'absence de filet de sécurité pour les entrepreneurs, alors qu'un problème de santé, ça peut être fatal à l'entreprise. Pour les salariés, pour les fonctionnaires, il y a des mécanismes de protection, heureusement, mais quand on est chef d'entreprise, il n'y a rien. Et là où il y a une spécificité qui renvoie à la PME, c'est que quand un numéro 1 d'un grand groupe a un grave ennemi de santé, ou pire, imaginons qu'il meure, Christophe de Margerie, PDG de Total, meurt en accident d'avion. 48 heures après, il est remplacé. Quand un dirigeant de PME meurt, est-ce que vous croyez qu'en 48 heures, il est remplacé? Là, vous avez ce qu'on appelle un risque de dépôt de bilan. Et on voit là une des grandes théories de la PME, qui est la théorie de l'effet de grossissement. C'est-à-dire que le même phénomène qui peut paraître anodin dans un grand groupe peut devenir cataclysmique dans une PME. Et donc on voit bien du coup, et nous revenons au sujet, que la question de la santé des dirigeants est une vraie question stratégique dès lors qu'on se situe dans les entreprises de taille moyenne ou de plus petite taille. Une réaction face à cette dernière intervention ? Moi, je suis assez d'accord, il faut se fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'on s'oublie un peu quand on est entrepreneur, mais on s'oublie aussi pour se former. Et donc moi, je me dis, en septembre, je fais un peu la revue de tous l'opticien, le dentiste, le médecin, les gynéco, etc. Parce que c'est important de se fixer un moment, un timing, en se disant, là, je m'occupe de ma santé. Sinon, on a tendance à s'oublier. On peut passer 2 ans, 3 ans, 4 ans sans voir un médecin. Donc se fixer un temps pour soi. Et sans rappeler.
systématiquement. Merci beaucoup. Et c'est avec cette phrase que nous allons refermer ce dossier sur la santé du dirigeant. Dans un instant, Bruno Drazas nous rejoint pour sa revue de presse. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Oui, je suis actuellement devant le bureau du directeur qui, sous le poids des responsabilités, semble être en plein burn-out. Excusez-moi, y a-t-il eu des signes avant-coureurs? Ah, mais il n'est pas du tout en burn-out. Non, au contraire, l'agent MMA lui a dit qu'avec sa retraite pro, il épargnera à son rythme avec des avantages fiscaux. Et en cas d'arrêt de travail, ses versements en retraite seront pris en charge. Zéro tracas. Zéro blabla. Bon, et la pub? Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Bonjour Bruno. Bonjour Roxane. Alors vous avez lu beaucoup de journaux et de magazines, de quoi allez-vous nous parler? Écoutez, j'ai sélectionné 3 sujets pour faire réagir vos invités à travers 3 questions. D'abord, comment bien manager les commerciaux, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que le crowdlending? Et nous ferons ensuite un point sur la sécurité routière. Et on se demandera si les entreprises en font suffisamment en termes de prévention. Et on commence par cet article publié par le Management, le magazine Management, comment bien manager des commerciaux. Oui, c'est ce qui m'intéressait dans cet article. Vous savez, et Olivier saura de quoi je parle, c'est le chapeau. C'est ce qu'on appelle les grosses lignes qui se trouvent juste sur le titre et qui racontaient la chose suivante. Je vous le lis. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les vendeurs sont des êtres sensibles avec de gros égos à manier avec des pincettes, donc. Quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise la suite de l'article parce que ça m'a un petit peu surpris quand même. Mais est-ce que vous avez été satisfait de la réponse? Alors je vous réponds dans un instant, mais d'abord l'article en question est un point de vue croisé de 2 dirigeants, Didier Papas qui est le PDG d'Optique 2000 et le plus gros réseau d'opticiens français, puis à ses côtés Loïc Dehovan qui est le fondateur de Bypass, qui est un logiciel d'aide à la prospection commerciale B2B. Alors ces 2 personnes connaissent très bien les vendeurs et ce que j'ai d'abord retenu dans cet article, c'est la règle des 4 x 20 que je souhaite quand même partager avec vous. Alors qu'est-ce que c'est? 20 secondes, 20 mots, 20 cm, c'est la taille du visage, et 20 gestes. En gros, ça veut dire que c'est dès les premières 20 secondes, en fonction de vos paroles, de votre expression et des gestes du vendeur, qu'un visiteur va avoir envie ou non d'acheter dans un magasin. Et donc ça montre bien tout l'enjeu de ce démarrage dans la rencontre, ce moment donc crucial de la relation qui est très bien expliqué donc dans cet article de Management. Là-dessus d'ailleurs, vous l'aviez déjà entendu parler, vous, de cette règle des 80, ou là vous apprenez quelque chose, Hugues? Non, je ne connaissais pas cette règle-là. Je connais la règle des 80-20, mais pas des 4 fois 20. Ah, mais ça c'est autre chose alors. Alors moi je la connaissais si je peux me permettre, bravo, parce bravo. que dans les pitchs entrepreneurs, c'est exactement les consignes qu'on donne. Il faut assez vite faire une très bonne impression, parce que vous avez en général 1 minute à 2 pour pitcher. Et puis quand on fait un article, c'est un bon titre évidemment qui donc dès les premières secondes doit convaincre un lecteur d'aller au bout. Et c'est pour ça que je suis assez surpris qu'il y ait ça dans l'article, parce que l'article qui dit comment manager ses commerciaux et qui dit en fait comment manager une relation commerciale, pour moi, c'est pas tout à fait le même sujet. Voilà, je reconnais bien votre esprit critique. Alors on continue. Maintenant, donc, j'en reviens pour le coup au titre de cet article. Comment bien manager les commerciaux et surtout peut-être aussi comment arriver à les motiver. Alors bon, on sera tous d'accord autour de cette table, il y a l'aspect financier, sans quoi évidemment on ne peut rien faire, mais ça ne suffit pas. Et je reviens donc toujours à ces quelques lignes qui m'ont surprise. Donc les vendeurs, ils ont besoin d'être aimés, ils sont hypersensibles, de grands sentimentaux. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup comme ça dans ma vie, donc c'est vraiment assez amusant. Et alors du coup, on se dit que pour les manager, eh ben, il faut s'occuper de leur image, il faut que si leur confiance se brise, attention, quand ils perdent une affaire, c'est une blessure d'orgueil. Donc vraiment, on les sent blessés, donc il faut les apprécier, il faut les soutenir, il faut les coacher. Et ça, j'ai demandé à Sandra, évidemment, comment on fait, parce que c'est un peu son travail aujourd'hui, comment on surpasse un échec, comment on repasse, évidemment, en concentration maximale sur la prochaine affaire. Vous êtes sensible à cet article? Ça vous parle? Vous, des commerciaux que vous en avez managés, ils sont comme ça aussi doux? Moi, je les trouvais plutôt un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Les commerciaux, c'est quand même une ressource importante. C'est ceux qui ramènent quand même le chiffre d'affaires, donc comme on dit, l'essence dans l'entreprise. Effectivement, ils peuvent être sensibles, mais enfin, c'est aussi des gens qui sont percutants, qui sont exigeants. Et puis, c'est un métier très difficile quand même d'être commercial. On prend quand même des portes, des fenêtres, des Velux, on prend tout dans la figure régulièrement. Et il faut chaque fois repartir à la charge. Donc moi, pour ceux qui me disent, oui, mais les commerciaux, ils gagnent beaucoup, ils font ça, ils sont libres, ils n'ont pas d'horaire. Je fais gling-gling avec une petite clé de voiture et je dis qui veut être commercial, c'est possible, vous demandez, vous pouvez y aller. Parce que c'est pas un métier facile. Alors il faut être exigeant, mais il faut aussi les laisser un petit peu respirer de temps en temps. Allez, on va passer maintenant, Bruno, au deuxième sujet de votre revue de presse avec cet article des Échos. Les entreprises sommées de renforcer la prévention en matière de sécurité routière. Et cet appel vise surtout les PME. Oui, je vois Olivier qui sourit, mais en fait, c'est un sujet assez sérieux, même grave, puisque les PME, oui, il faut les mobiliser, les sensibiliser à ce sujet, parce que le risque routier, c'est la première cause d'accident mortel en entreprise. Donc c'est quand même pas rien. Chaque année, quelques 50 000 accidents ont lieu sur la route, que ce soit
durant des trajets professionnels ou que ce soit dans des déplacements du domicile sur le lieu de travail. Et il y a malheureusement 400 de ces accidents qui sont mortels, donc effectivement c'est un vrai sujet. Et ce que dit l'article, c'est que les patrons des petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas intégré ce danger. Selon une étude qui a été réalisée par l'IFOP pour l'assureur MMA auprès d'entreprises de moins de 50 salariés, il y a ce chiffre, 75% des dirigeants déclarent n'avoir pas conscience de cette réalité. Alors pourtant, on va les y aider un petit peu avec ces quelques chiffres. Regardez. L'étude réalisée par l'IFOP pour MMA se penche sur les comportements au volant lors des déplacements professionnels. Résultat, 85% des conducteurs adoptent au moins une des 4 conduites dangereuses pointées lors de cette enquête, à savoir téléphoner au volant, rouler trop vite, conduire en état de fatigue ou avec un taux d'alcoolémie important. À noter toutefois que la prudence au volant lors de trajets professionnels diminue avec l'accroissement des responsabilités managériales. De façon générale, 74% des actifs effectuant régulièrement des déplacements professionnels déclarent utiliser leur téléphone mobile au volant. 2 tiers d'entre eux reconnaissent conduire souvent, parfois ou rarement en état très fatigué. 7 répondants sur 10 reconnaissent dépasser les limitations de vitesse lors de déplacements professionnels. Enfin, 16% des actifs interrogés ont déjà effectué un déplacement professionnel après avoir bu plus de 2 verres d'alcool. Alors vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir sur cette route de la vigilance. Et puis pendant le sujet, Olivier, vous n'avez évidemment pas pu vous empêcher à nous amener à nous parler de Pokémon Go. Là aussi, ça devient un danger pour quand on roule. Je trouve que l'exemple de Pokémon Go est assez intéressant et pourrait inspirer à un moment des patrons de PME. Parce que quand vous utilisez Pokémon Go, si vous allez trop vite, et notamment lorsque vous êtes en voiture, ça vous dit arrêtez immédiatement de jouer. Donc le système interne du jeu permet de repérer à un moment la vitesse de déplacement. Si elle dépasse celle d'un piéton, ça veut dire qu'a priori vous êtes dans un véhicule et le risque c'est effectivement que vous soyez en train de jouer quand vous êtes au volant. Alors en général ça arrive plutôt à nos enfants quand ils sont à l'arrière, donc c'est pas grave, mais je pense que ce type à un moment de système technologique qui permet effectivement de dire arrêtez de téléphoner parce que vous êtes au volant, y compris pour un coup de fil commercial, ça pourrait inspirer un certain nombre de patrons de PME pour le mettre en œuvre. Vous êtes sensibilisé à ce sujet Moi je suis très sensibilisé parce que j'avais perdu quelques points et j'ai fait un stage de reprise de points et au début du stage on se dit qu'est-ce qu'on fait là, à la fin du stage on se dit le danger c'est moi. Effectivement le danger c'est même la route droite quand il fait beau et qu'on regarde ses textos. C'est-à-dire que, et je trouve que c'est bien de sensibiliser les gens sur ça et le danger c'est nous, c'est pas les autres. Alors, le danger, c'est nous et pas les autres, phrase évidemment importante qu'on mettra sans doute dans l'émission et sur le bas de l'écran. Mais pour le dirigeant, il faut savoir aussi, c'est ce que rappellent les Échos, le risque n'est pas négligeable en tant que chef d'entreprise cette fois, puisqu'il y a une amende maximale de 45 000 €. Il y a aussi une peine de prison qui peut aller jusqu'à 3 ans, donc c'est évidemment très important. Les mesures finalement que l'on peut prendre de manière très simple, vérifier plus régulièrement sa flotte d'entreprise, il faut qu'elle soit évidemment bien entretenue et en bonne santé. Charte de bonne pratique au volant, attention, réglementation de l'usage du téléphone mobile, on vient de le voir dans le sujet, et contrôle de validité des permis de conduire, c'est quand même la moindre des choses. Olivier. Oui, Sandra aime bien insister sur le collectif. Je crois que c'est aussi une démarche qui peut être faite collectivement dans une entreprise. C'est à un moment se réunir, prendre conscience collectivement du danger, parce qu'on ne peut pas tout demander au chef d'entreprise. C'est pas à lui de tout surveiller. Mais si il engage une démarche collective en disant réfléchissons ensemble à nos pratiques au volant, je pense que ça peut marcher. Et vous faites bien de parler de collectif parce que les comités d'entreprise et les CHSCT, souvent proposent des stages de conduite, ou en tout cas les bonnes règles, et nous on l'a fait dans l'entreprise, et ça porte ses fruits, mais ça permet de rappeler un peu les bonnes pratiques. Voilà, donc un vrai sujet. Et on en a un dernier pour terminer. Bien sûr, on a un troisième sujet. On va parler du crowdlending ou comment se financer sans passer par sa banque. Ça s'appelle le financement participatif. Voilà, donc on a déjà parlé d'une alternative possible grâce à Hugues Lebray et le compte Nickel. Là, c'est encore un peu autre chose. C'est des nouvelles règles, effectivement, pour investir. Et dans le papier des Échos, on apprend plein de choses sur cette nouvelle façon donc, de se financer pour les PME. Crowdlending, ça signifie tout simplement que ce sont des particuliers, cette fois-ci, qui font des prêts. Et en fait, il y a des nouvelles règles qui ont permis d'élargir un petit peu cette possibilité, puisque maintenant, on peut aller jusqu'à 2 000 €. C'est un montant qui a été multiplié par 2, et puis chaque entreprise peut emprunter en gros 2,5 millions d'euros par an. Évidemment, la contrepartie, c'est que les taux d'intérêt sont plus élevés que si vous passez par une banque normale. Ça peut parfois aller jusqu'à 12%. Mais Sandra, vous allez me dire que quand une entreprise est pressée, quand elle a besoin de trouver de l'argent et qu'elle a besoin de passer peut-être une étape supplémentaire, finalement, il vaut mieux parfois payer un taux d'intérêt un peu plus élevé et gagner 6 mois
que rester en galère pendant 6 mois. C'est ça le raisonnement, j'imagine. Oui, et puis plus on démultiplie les sources et les approvisionnements de financement, et mieux c'est. Je crois qu'on a été quand même beaucoup créatifs ces dernières années. Le crowdfunding, le crowdlending, les nantissements de stock, les crédits immobiliers, les crédits bail, enfin il y a toutes sortes de choses. Il y a le capital, bien sûr, ce qu'on appelle le haut de bilan, mais il y a aussi tout le bas de bilan. Et là, les banques ont un rôle à jouer aussi pour nous accompagner encore un petit peu plus. Voilà. Hugues, à un moment donné, vous deviez chercher jusqu'à quasiment 6 millions d'euros, je crois, pour démarrer votre activité. Je ne sais pas si le crowdlending existait déjà de manière importante comme ça. Ça existait, mais ça ne pouvait pas être plus de 1 million, et puis ça ne pouvait pas être lending puisque c'était du capital. Alors juste un mot des plateformes, après je vais répondre, mais j'ai découvert aussi, il y a le peer-to-peer, donc de particulier à particulier, et puis il y a le peer-to-supporter. Et en fait, j'ai découvert que sur ces plateformes, il y avait le don, il y avait la dette, il y avait le capital, et maintenant, il y a la précommande. Et donc, on peut faire, comme l'a fait Tesla récemment, c'est-à-dire qu'au lieu de s'endetter pour lancer un projet ou de lever du capital pour faire un projet, eh bien, on demande aux gens s'ils sont d'accord pour commander ce projet. Et donc, il y a 1000 personnes qui donnent 1000 euros, ça fait 1 million, on fabrique le produit, et à la fin, c'est les premiers clients. Donc, à la fois, on se garantit un chiffre d'affaires pendant 3 ans, et en même temps, on ne s'est pas endetté, on n'a pas de levée de capital, on ne s'est pas dilué, et puis, on a créé une activité. Et donc, toutes ces plateformes amènent des choses très très différentes. Et il y a même des plateformes qui font des enchères sur des projets, des innovations qui n'existent pas. Et donc, la personne veut lever 100 000 euros. Bah, si elle lève 20 000, personne paye et puis c'est remboursé. Puis si elle est 100 000, on lance le projet. Et donc, il y a un vote a priori. Et donc, ces plateformes apportent effectivement des tas de financements qui sont passionnants, qui sont différents, qui permettent de faire les choses de manière très différente. Moi, je n'avais pas cette imagination, par exemple, du peer-to-supporter. Et donc, nous, effectivement, c'était très compliqué parce que quand on avait fait les 4800 pages du dossier complet d'agrément pour la Banque de France qui décrivait tous les processus, toute l'informatique, etc., eh bien la Banque de France nous a dit, maintenant que vous avez tout propre et qu'on a fait 1 an et demi d'aller-retour pour que vous cochiez toutes les cases, eh bien, il vous faut 6 millions de capital de plus pour qu'on vous passe au collège et pour que vous ayez l'agrément. Le millefeuille, le fameux millefeuille. Mais quand on n'avait pas l'agrément, on n'avait pas notre code banque, donc on n'avait pas développé l'informatique, on n'avait pas testé la première carte et par construction, on avait 0 client. Et donc, aller lever 6 millions en disant « je vais monter une banque chez les buralistes, j'ai pas de clients, j'ai pas testé l'informatique et j'ai pas l'agrément de la Banque de France ». Et bien, c'est très dur et j'ai perdu 1 an et on a failli mourir. Et heureusement, on a trouvé des particuliers, ce qu'on appelle des business angels, des entrepreneurs, qui, à force de travailler avec eux, etc., ont fini par nous faire confiance. Et puis la Banque de France a fait un effort, elle a accepté qu'on le fasse en 2 tranches, 3 millions plus 3 millions. Mais c'était une vraie barrière à l'entrée de lever des fonds sans avoir l'agrément. Il faut être imaginatif, si je comprends bien en matière de financement. Olivier. Oui, Bruno, vous disiez que c'est plus cher d'aller recourir au crowdlending que d'avoir un prêt. Déjà, encore faut-il trouver un banquier qui vous prête, et c'est pas tout à fait évident. Et je vais vous citer le cas d'un entrepreneur que j'ai le plaisir d'accompagner, qui fait un projet formidable. Il fait des batteries en Afrique qui servent à la fois à éclairer les villages et à faire fonctionner les pompes, donc les puits du village. Donc super projet. Il avait besoin d'argent, évidemment, les banques ne lui prêtent pas, et donc il se dit comment je vais trouver de l'argent. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va voir à un moment du capital investisseur, ce qu'on appelle dans le langage financier du VC, des venture capitalistes. Et le problème, c'est que le VC, il lui prêtait, mais à 12%, alors qu'avec le crowdlending, il a pu emprunter à 6%. Donc on voit que le crowdlending, ce n'est pas forcément la solution la plus chère. Ça peut être au contraire une solution relativement avantageuse pour quelqu'un à qui les banques ne prêtent pas. Merci beaucoup, merci à tous pour vos réponses et merci Bruno pour cette revue de presse bien complète. Allez, il est l'heure d'une nouvelle interruption spéciale et on parle cybersécurité juste après avec Dominique Jeune qui va nous rejoindre dans un instant. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Chaleur, ce magasin de maillots de bain ne désemplit pas. Une question, brûle les lèvres en cas de maladie ou d'accident. Pleine saison, financièrement, ce serait une catastrophe pour vous et votre famille. Non, avec la garantie temps fort de l'assurance Revenu Pro, MMA booste mes indemnités journalières en cas de pic d'activité. Ah bon? Oui, et mes revenus sont préservés, ma famille protégée. Excusez-moi, vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît? Excusez-moi. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Les PME sont-elles à l'abri d'attaques de cyberpirates? Évidemment, non. Alors, comment se protéger? Nous allons en parler avec un expert MMA, Dominique Jeune. Bonjour. Bonjour. Mais tout de suite, voyons un petit sujet qui fixe bien les choses. Contrairement à une idée reçue, les PME sont une cible facile des cybercriminels. Plus d'un quart d'entre elles ont déjà été victimes d'actes de cybermalveillance, selon une enquête réalisée en 2015 par la CGPME. Autre étude, autre constat, les PME subissent davantage de violations de données que les grandes structures, d'après une étude de Verizon.
Face à ce risque, les assureurs peinent encore à convaincre les PME. À peine 5% des petites et moyennes entreprises seraient couvertes. La route est donc longue de l'intention à la concrétisation. En janvier 2016, une étude du cabinet PwC révélait que 52% des entreprises françaises envisageaient de souscrire une police d'assurance pour protéger leurs données confidentielles. Mais presque un an après, rien ne semble donc avoir réellement bougé. Les entreprises les plus menacées sont celles qui vendent directement sur Internet en raison des données sensibles qu'elles détiennent. Dominique Jeune, avant de vous faire réagir sur les chiffres que l'on vient de voir dans cette vidéo, je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie ensemble et tout d'abord que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'on entend à travers ce mot un peu compliqué de cybercriminalité. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, la cybercriminalité, ce sont les infractions pénales commises ou tentées à l'encontre ou au moyen d'un système d'information ou de communication, et notamment Internet. Et donc, les principales infractions sont le hacking, c'est-à-dire le piratage informatique ou le sabotage informatique, mais vous avez aussi l'escroquerie ou la fraude ou la diffamation commise au moyen d'un système d'information. Et comment les cyberpirates peuvent entrer au sein de l'entreprise à travers le net ? Alors, vous avez plusieurs modes d'intrusion dans les systèmes informatiques. Le plus courant, on va dire, c'est l'usurpation d'identité pour rentrer dans un système informatique. Donc, l'usurpation d'identité, il y a la technique du phishing, qui est donc d'envoyer un faux mail à quelqu'un avec un lien Internet qui pointe vers un site Internet qui est détenu par les pirates et qui vous incite à donner vos coordonnées bancaires, vos coordonnées de connexion au système informatique. Et puis, vous avez aussi donc, des vols de données, donc avec des vols de données de connexion qui se vendent sur Internet et qui permettent d'entrer dans des systèmes informatiques. Et est-ce qu'il est possible de se protéger efficacement contre ces risques ? Alors, il n'y a pas de solution miracle pour la protection, bien entendu. Alors, il y a des mesures de prévention minimale à mettre en œuvre. Il y a notamment les mots de passe qu'il faut mettre en œuvre sur les systèmes informatiques, en évitant que ce soit Toto ou 0000. Donc, on conseille de mettre des mots de passe suffisamment longs, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Il faut bien entendu avoir un antivirus, un firewall qui soit à jour. Il faut mettre à jour ces différents logiciels également, donc pour éviter les failles de sécurité, qu'elles soient corrigées. Voilà. Et puis après, on peut aller plus loin avec d'autres méthodes de sécurisation. Donc finalement, c'est du bon sens, mais on a l'impression que les PME ne mettent pourtant pas cela tellement en place. Oui, tout à fait. Alors nous, ce que l'on ressent, c'est qu'effectivement, les PME ont du mal à s'y mettre parce qu'elles pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, donc, elles se disent que ça va être gourmand en ressources, tant financières qu'humaines. Voilà. Et puis, il y a au niveau de l'assurance cyber, donc une certaine nébulosité autour de cette notion, avec des polices d'assurance qui ne sont pas forcément très bien comprises par les PME. Alors du coup, pour le moment, vous avez du mal à convaincre ? Tout à fait, effectivement. Notre plus grosse tâche, c'est effectivement de convaincre les PME de s'assurer. Il faut leur faire comprendre ce qu'il y a dans les polices, dans quel cas ils vont être attaqués, dans quel cas ils vont être couverts, etc. Une réaction peut-être parmi nos invités ? Est-ce qu'à votre avis, il y a beaucoup de PME qui se font attaquer sans le savoir ? C'est-à-dire encore faut-il le découvrir qu'on a été attaqué, qu'on vous a volé des données, qu'on est rentré chez vous ? Bien entendu. Alors, il est difficile de le savoir. Effectivement, alors, il y a des cas où c'est évident, quand vous avez votre site Internet ou votre système informatique qui est bloqué avec un message de pirate et qui vous demande une rançon, par exemple. Là, il est évident qu'on est bloqué, mais néanmoins, il y a d'autres cas où on ne s'en aperçoit que bien plus tard parce qu'on découvre que des données qui étaient confidentielles sont divulguées sur Internet. Et effectivement, les délais moyens qui sont indiqués sont de plusieurs mois, c'est-à-dire que les entreprises mettent plusieurs mois à se rendre compte qu'ils ont été piratés. Hugues, est-ce que vous aviez mis en place des solutions concrètes pour lutter contre cette cybercriminalité ? Bien sûr, c'est au cœur des dispositifs. Donc, on a des données bancaires des clients, donc qui peuvent être victimes de phishing. Et donc, bien sûr, on a un responsable sécurité informatique, on a des équipes, on fait des tests d'intrusion, on regarde la robustesse des systèmes, on met à jour les logiciels, on change les mots de passe de manière très régulière. On a toute une batterie de sujets, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut être vigilant en permanence et être en permanence en train de se renouveler. Et vous, Sandra, pendant les 15 ans de votre vie d'entrepreneuse, vous y aviez pensé ?
Alors moi j'y ai pensé quand il y a eu toutes ces émissions sur leurs dirigeants qui avaient été soi-disant appelés à faire un virement et la fraude au président. Ça m'avait un peu stressé, donc j'étais descendue dans les tâches de la finance et de la comptabilité en disant écoutez moi je vous appellerai toujours, je vous donnerai ma date de naissance, je vous écrirai derrière, vous reconnaissez ma voix, etc. Et je leur ai dit voilà si quelqu'un vous appelle, sachez que c'est pas moi parce que voilà c'est important. C'est vrai que ça m'avait beaucoup stressé parce qu'il y avait des millions qui étaient en jeu. Alors la fraude au président n'est pas forcément un acte de cybercriminalité, puisqu'il n'y a pas forcément usage illicite d'un système d'information. Voilà. On joue sur la crédulité des gens, on leur fait croire quelque chose, mais sans usage illicite du système d'information, donc ce n'est pas forcément un acte de cybercriminalité. Mais le résultat, c'est que les millions sont partis pas au bon endroit. Oui, c'est vrai. Et je trouve que pendant longtemps, c'était avec les mails, avec les systèmes de PC. On est passé dans l'ère de la mobilité, on le sait tous. Aujourd'hui, ils utilisent aussi la mobilité. J'ai vu des exemples où on vous appelle en vous appelant par votre prénom et en disant « rappelle-moi à tel numéro ». Et en fait, c'est évidemment pour un moment débiter votre compte. C'est valable pour le privé comme pour le professionnel. Et le fait que la cybercriminalité s'adapte du domaine du PC et de l'Internet à la mobilité, je trouve ça extraordinairement inquiétant. Mais les banques font bien leur travail. Quand vous ordonnez un virement, vous êtes toujours appelé pour confirmer le virement. Normalement. Oui, enfin, en tout cas, moi, elle m'appelle. Et donc, finalement, le fait d'avoir un smartphone, maintenant, dans les entreprises, ça accentue le risque d'attaque, de cyberattaque ? Oui, tout à fait, parce que ces objets connectés sont un peu moins protégés que les systèmes d'information classiques, on va dire. Et donc, c'est un point d'entrée pour les pirates, effectivement. Et on parle énormément aussi donc, de caméras connectées, par exemple, enfin, toutes sortes d'objets connectés, ou des réfrigérateurs connectés, etc., des télés connectées, qui sont des points d'entrée. Les pirates utilisent ces objets, donc soit pour entrer dans les systèmes d'information, soit pour envoyer ce qu'on appelle faire des dénis de service, donc envoyer des requêtes en masse sur des sites internet ou sur des systèmes d'information d'entreprise pour les saturer et les bloquer. On l'a vu récemment, la dernière grosse attaque cyber est passée par l'IoT, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, voilà. Internet of Things, et qui est par nature moins bien sécurisé qu'à un moment un Internet un peu costaud, un peu lourd. Et on a découvert à cette occasion-là que l'Internet des objets, il va peut-être falloir rajouter la couche de sécurité pour empêcher ce type de cyberattaque en masse. Donc Olivier vient de donner un exemple. Quelles sont les conséquences qu'on peut craindre de cette cyberattaque ? Alors, il y a de la perte de données qui est possible. On a vu sur le hacking, le piratage, donc de la perte de données ou du blocage ou de la destruction de données informatiques. Et puis, il y a du blocage de sites Internet ou blocage de systèmes informatiques d'entreprise. Donc, dans le premier cas, ce sont des frais ce qu'on appelle de reconstitution de données. Il va falloir recopier les données à partir d'une sauvegarde. Il va falloir ressaisir des données qui n'avaient pas encore été sauvegardées. Et puis, par contre, quand on a un système informatique qui est complètement bloqué, ça peut être de la perte de chiffre d'affaires brut. Quand vous avez une société qui vend par Internet à 100%, une heure passée sans Internet, c'est une heure de chiffre d'affaires en moins. Donc pour finir, très concrètement, très brièvement, 2-3 conseils pour nos entrepreneurs ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure les mesures de prévention minimales qu'il y avait à mettre en œuvre. Et après, donc alors il y a un guide, l'ANSSI qui a édité un guide de l'hygiène informatique avec une quarantaine de mesures à mettre en œuvre, allant de la plus simple, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les mots de passe, à des systèmes un petit peu plus compliqués. Et puis après, donc pour aller plus loin, pourquoi pas faire réaliser par une société spécialisée en sécurité informatique, donc un audit de sécurité de son système d'information. Et puis après, pour couvrir le risque ultime, souscrire une assurance cyber au MMA. Merci beaucoup Dominique Jeune d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces conseils. Merci. Alors dans un instant, il y aura Bruno Dranzas que l'on va retrouver à votre place. Mais tout de suite, on envoie la pub. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Comme vous le voyez, la tempête a dévasté la devanture de ce restaurant. Jean-Claude, Liliane, vous allez devoir interrompre votre activité. Payer pour les réparations. Comment allez-vous faire face à cette terrible épreuve? Ah, mais c'est déjà réglé? Comment ça? Je vais appeler mon entrepreneur d'assurance MMA, je vais être indemnisé et je vais pouvoir reprendre mon activité au plus vite. Ça va passer quand? Envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. On ouvre notre page management avec vous, Bruno, de retour sur notre plateau. Vous avez lu le nouveau livre de Sandra Legrand, Ambition. En quelques mots, c'est quoi le pitch? Alors, Ambition, c'est un livre, voilà, je vous le montre. Il est écrit avec Evelyne Platnik-Cohen. Et ce livre, il met en lumière un mot qui a, dans tous les cas, une mauvaise réputation. Parce que si vous dites « je suis ambitieux », vous passez pour un arriviste, un carriériste, un opportuniste. Et si, au contraire, vous dites « je ne suis pas ambitieux », là, vous êtes un peu comme le perdant de l'histoire. D'où l'intérêt de ce livre qui cherche à réhabiliter ce mot ambition. Sandra, vous vous autoproclamez
ambitieuse, assumée. Qu'est-ce que cela signifie? Mais écoutez, d'abord, j'adore le mot ambition parce que c'est l'audace, c'est l'action. Et aujourd'hui, on a besoin de ça en France, dans d'autres pays, mais en France, c'est toujours un peu mal vu, comme vous dites. Donc, j'ai voulu, avec Evelyne, redonner un peu la juste place, l'aide de noblesse à ce joli mot, et puis en faire un livre avec 15 tweets, donc #ambition, on reste un peu digital quand même, et on a 15 interviews tout au long de ce livre pour décoder un petit peu le fil rouge des gens qui avaient de l'ambition. Alors, ça va des sportifs, comme Edgar Gros-Piron, Laura Flessel, Guillaume Néry, passant par des entrepreneurs. On a cité Frédéric Mazella de Blablacar, mais aussi Marie-Claire Capocanco. Enfin voilà, on a un panel assez large. Et on se rend compte qu'il y a toujours 4 choses qui reviennent régulièrement. 1, ils ont un rêve, ils veulent aller au bout de leur rêve. 2, ils sortent de leur zone confort. Donc effectivement, on a besoin à un moment de se mettre un peu en risque. 3, ils sont tous assez généreux. Alors, ils font du mentoring, ils ouvrent des écoles, ils font de l'accompagnement, ils font business angel. Et puis, ils sont positifs et travailleurs. Hein. Edgar dira qu'il a 1,5 million de virages dans ses jambes avant de gagner les Jeux Olympiques en 92. Alors, les Jeux Olympiques, vous en parlez d'ailleurs, vous citez le slogan de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, c'est la force d'un rêve. Vous venez d'en parler justement de ce rêve. Mais j'aurais envie d'ajouter à quel prix, parce que les ambitieux que vous décrivez, ils sont parfois les plus grands, vous allez jusqu'à citer les patrons des GAFA, etc. Vous dites qu'ils sont obsessionnels, qu'ils ont un goût de l'effort hors norme et que ça ressemble un peu à une forme de masochisme. Alors, est-ce que pour être ambitieux, il faut être masochiste? C'est ça ma question. Non, pas forcément, mais il y a quand même du travail. On n'a rien sans le travail. On dit toujours, hein, il y a 95% de transpiration et 5% de talent pour bien réussir. Donc il faut travailler, mais pas que. Et je crois qu'on l'a dit un petit peu en début d'émission, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, hein, le plus grand luxe, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et je pense qu'on a toujours le choix d'avoir quelque chose qui nous passionne, pour lequel on prend du plaisir. D'ailleurs, on commence le livre en disant passion plus inspiration égale ambition, et on termine avec le plaisir, en disant qu'il y a 3 règles. C'est le plaisir, le plaisir, le plaisir. Parce que quand on aime ce qu'on fait, en général, on le fait bien. Voilà. Et donc, moi, j'insiste là-dessus parce que le bien-être, c'est important. Et on parle aussi beaucoup de co-ambition, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'ambition avec l'individualisme, j'écrase tout le monde sur mon passage, je fais le projet tout seul. On est dans de la co-ambition. D'ailleurs, on le voit bien, le covoiturage, le coworking, le collectif, la communication. On est vraiment dans cette ère de collectif, et vous en parliez tout à l'heure. Et c'est important de partager des projets, et on peut avoir de l'ambition à plusieurs. On n'est pas obligé. Est-ce qu'on peut aussi avoir de l'ambition? Je sais que vous êtes une entrepreneuse, vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants qui sont en âge, évidemment, de commencer à rentrer presque sur le marché du travail. Mais est-ce que c'est un mot qui colle à la génération Y, à la génération Z? Est-ce que les jeunes sont ambitieux? Est-ce que c'est un mot qu'ils reprennent dans leur code de vocabulaire aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un peu, justement, un peu dépassé, un peu has-been, ça? Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, la génération Y, parlent beaucoup d'ambition, mais ils ont une ambition très équilibrée, hein, une ambition professionnelle. C'est souvent associé, mais il n'y a pas que, hein, parce que c'est 360 degrés, l'ambition. C'est l'ambition pour sa famille, pour son art, pour son sport, pour des associations, pour du bénévolat, pour plein de choses. Et ils ont aussi cette ambition dans leur vie privée. Ils équilibrent beaucoup les deux, hein, c'est le work-life balance, comme on dit, et je crois qu'ils ont raison, parce que si on donne 100% de son ambition, de son énergie et de sa vie au travail, à un moment on aura un manque, soit quand le travail s'arrête, soit qu'on sort par accident. Voilà, donc je pense qu'il faut équilibrer les deux, et la génération Y, et en plus il y a quand même 19 millions de Français aujourd'hui qui veulent soit créer une entreprise, soit la reprendre, donc on sait que ces gens-là ont un peu d'ambition en eux, et je trouve que c'est formidable de se dire que voilà, on a une jeunesse qui est ambitieuse et qui l'assume beaucoup plus que l'ancienne génération. Alors, vous parlez d'un manque, moi je vais corriger un manque, puisque Hugues Lebray n'est pas dans votre livre. Donc, du coup, puisqu'il est à mes côtés, je vais peut-être lui demander donc, de rajouter une définition supplémentaire de ce terme d'ambitieux. Vous, comment vous l'analysez, ce mot d'une façon plus personnelle? C'est un mot que j'aime bien, que j'aime d'autant plus que j'aime pas le manque d'ambition. Et je dirais que c'est l'envie de faire mieux. Donc l'envie de progresser, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'améliorer les choses. Et donc c'est un mot qui est très très positif. Et je suis impatient de lire le livre pour voir si j'ai une bonne ambition. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que cette ambition, merci beaucoup, que cette ambition soit globale. Vous parliez de 360 degrés, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'ambition pour les autres aussi. D'avoir de l'ambition pour soi, mais de l'avoir de l'ambition pour améliorer les choses d'une manière plus globale. Et je trouve que l'ambition, c'est peut-être ce qui manque un peu, cette envie de transformer les choses. On a une non-envie de transformer les choses, on reste dans son confort et finalement on n'améliore rien et c'est pas très ambitieux. Plus d'1 an, vous l'avez dit tout à l'heure, pour obtenir l'agrément. L'ambitieuse Sandra Legrand, ça donne quoi? Vous quittez Coca-Cola
petite PME internationale dans laquelle normalement il y a un vrai confort. Vous créez votre entreprise et là vous enchaînez plus de 70 rendez-vous pour convaincre les premiers investisseurs, les fameux business angels, etc. 70 rendez-vous, ça prend combien de temps? Comment on n'a pas envie de lâcher l'affaire à un moment donné? Comment on tient le coup pour finalement aller au bout de son rêve, pour reprendre le mot que vous employiez tout à l'heure? Il y a Hugues a ses 4800 pages. Moi, j'ai mes 70 rendez-vous et j'en ai fait bien d'autres après, puisqu'on a levé des fonds en 2 étapes. Je crois que c'est la pugnacité. Je pense que Churchill le dit très bien, hein, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et je pense qu'il faut être pugnace parce qu'on a la foi, on a envie, on est passionné, on transmet cette passion, cette énergie. Il ne faut pas avoir peur, puisque 70 rendez-vous montent quand même au final apporter plus de 2 millions d'euros au début, en amorçage. Donc j'ai eu mes business angels. Et puis après, j'ai fait une levée de fonds un peu plus importante. Et voilà, finalement, on y arrive. Et je crois que l'entrepreneur, c'est celui qui pense qu'il y a toujours des solutions, que c'est possible et qu'il va y arriver. Voilà, pas tout seul, travail d'équipe. C'est aussi un bon enseignement pour les commerciaux dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils se prennent effectivement des portes et des fenêtres, vous le disiez, parce qu'on n'a pas le premier rendez-vous, etc. Et au bout de la 70e, on conclut un contrat. Quand on est journaliste, Olivier, je ne sais pas si on est ambitieux, mais en tout cas, dans votre vie professionnelle, vous avez certainement dû en rencontrer. Qu'est-ce qui les caractérise? Parce que vous avez fait beaucoup d'interviews de grands patrons, ou de patrons de PME ou de petites structures. Qu'est-ce qui les caractérise? Ce qui les caractérise, c'est ce que raconte Sandra dans son livre, c'est-à-dire que ce qui est terrible avec ce mot ambition, c'est quand il est dans la bouche des autres pour vous qualifier, c'est toujours une critique. Et donc du coup, le défi qu'elle nous lance, et moi c'est ce que j'ai trouvé chez les gens que j'ai croisés dans ma vie et qui étaient ambitieux, c'est qu'ils l'assument. Et qu'in fine, plutôt que de laisser faire les critiques, il faut tuer cette critique en disant j'assume mon ambition. Dès lors que vous l'assumez, vous êtes plus critiquable. Donc l'ambition, il faut arrêter de la laisser porter par ceux qui vous critiquent et ceux qui en manquent. Et in fine, il faut l'assumer et il faut dire in fine, j'ai de l'ambition. Je pense que si tout le monde, à un moment, on affiche son ambition, elle peut être dans tous les domaines. On a tous une ambition secrète, assumons-la et du coup, on ira tous très loin. Eh bien, assumer son ambition, ce sera le mot de la fin avec vous, Olivier. Merci. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette première émission de MMA Business TV. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, je ne dirai qu'une seule chose, restons passionnés et optimistes.